concept majeur qui permet d'établir qu'une chose est chose. Et ce concept majeur, c'est Sophia. Or, les philologues disent que ce concept-là ne peut pas être grec. Jusque y compris les philosophes grecs eux-mêmes. Et pourquoi nous voulons être plus royalistes que les rois? Les éminents philosophes nous disent que cette notion-là, elle n'est pas. Alors il y a deux hypothèses. Il y en a une que j'ai donnée, il y en a une qu'Obenga a donnée. Je crois que Bilolo est revenu aussi dessus. J'ai vu que notre ami égyptologue du pays, qui est dans la salle, que nous saluons, est revenu aussi sur la question. La question donc c'est quelle est l'origine de cette notion de Sophia? Alors dans les travaux, l'état actuel des travaux établit qu'il y a deux sources. La première source, c'est, on dit Sébatia, donc j'ai retenu pour ma part cette affaire de Sia, et l'origine la plus utilisée pour dire cela, même Bernal est d'accord avec nous là-dessus, c'est Sébaïte. Sébaïte. Donc, le mot, le concept de Sophia vient de Sébaïte. Maintenant, allons dire la signification de Sébaïte. Sébaïte, enseignement fondamental qui parle des principes premiers, des causes premières, des choses telles quelles. Nous sommes en pleine définition ontologique. Nous sommes en pleine définition ontologique. C'est-à-dire, vous dites l'être des choses en tant qu'elle. Donc, l'état actuel des connaissances pose la notion de Sophia et dit qu'elle est déductible de la notion de Sébaïte. Sur le plan philologique stricto sensu, on ne peut plus souffrir de tenir cela que la philosophie est née en Grèce. Là, c'est une démonstration philologique. Mais je peux faire une série d'arguments. Mais en popérien, j'insupporte cette affaire de multiplier les arguments parce que, vous savez, la critique de l'induction, ce n'est pas parce qu'on les aligne qu'on va s'assurer qu'elles seront vraies. Mais c'est parce que nous avons un argument testable qui ruine la prétention à la conception définitiste de la vérité. C'est pourquoi je ne prendrai que l'argument philologique aujourd'hui. L'argument philologique dans sa stature protractique. Et c'est en tant que philologue que je vais faire les réfutations. Mais au sens strictement popérien où ce n'est pas l'accumulation des connaissances qui permet d'établir la vérité, c'est lorsqu'on a établi une hypothèse testable en laboratoire, à ce moment-là, nous arrivons à la vérité au sens scientifique. Donc, je reviens avec la philosophie très rapidement. Les objections sont les suivantes. Si vous ne nous dites pas le nom de la chose, si les anciens n'ont pas philosophé, s'ils n'ont pas de livres, s'ils n'ont même pas on me permettra de me mettre debout pour braver les intempéries, pour ne pas casser le mouvement d'inspiration d'ensemble. Je travaille en essayant de me concentrer sur cette chose. Alors, très bien. L'une des objections était de dire, pour affirmer l'existence de la philosophie, faut-il encore qu'il y ait des livres de philosophie?
Alors, dans l'ouvrage que je viens d'écrire, je donne des textes philosophiques qui sont d'une importance telle que les questions examinées dans ce texte sont devant nous. Elles ne sont pas encore examinées dans l'histoire de la philosophie. J'ai cité un texte connu des égyptologues, le DPM. Bilolo et moi nous ajoutons, parce que c'était document théologique magnifique, nous ajoutons philosophique et théologique magnifique, parce qu'il a les deux structures à la fois. Le texte inaugural de la philosophie nilotique, mais on y trouve aussi l'inauguralité au niveau des textes de la théologie. Dans ce texte, malheureusement, je ne peux pas m'attarder, puisque je ne suis que sur un seul exemple. Je voudrais en prendre 5 quand même pour montrer pourquoi la notion de l'exigence protreptique est là. On peut établir donc qu'il y a des textes, contrairement à l'objection. Est-ce qu'il y a des maîtres? On peut établir qu'il y a des maîtres. On a les noms des maîtres, auprès desquels Platon, ainsi que les présocratiques sont allés étudier la philosophie et les sciences. Donc les noms des prêtres sont connus à ce jour. On avait déjà cela, mais dans le dictionnaire, j'ajoute encore, pour qu'on ait un peu plus de noms. Autre chose, il nous disait, est-ce qu'il y a des courants et des écoles? Oui, il y a des courants et des écoles. Il y a donc les raisons objectives de l'affirmation d'une authentique philosophie au niveau de la vallée du Nil. Ce qui reste, c'est de prendre acte des publications de quelque chose d'essentiel qu'on appelle les philosophes égyptologues. On n'a pas suffisamment fait attention à ça. Même en Occident, il n'y en a pas beaucoup. Où ils sont égyptologues, et ils sont spécialistes d'autres choses, mais les philosophes égyptologues, c'est un type nouveau que l'Afrique a eu l'heure de produire. Ils sont à la fois égyptologues et philosophes. Or, vous ne pouvez pas discuter de la question de la philosophie, de sa naissance, si vous n'avez pas les deux attributs. Parce qu'il vous faut contrôler pour voir si ça marche au niveau de la vallée du Nil. Maintenant, une fois qu'on dit ça, je vais fermer la parenthèse là-dessus. Nous ne disons pas que la Grèce n'a pas eu une authentique philosophie originale, avec des bons exceptionnels. La capacité de la laïcité, le travail extraordinaire de la philosophie grecque. Nous ne tombons pas dans le manichéisme en disant, puisqu'on a dit que l'Afrique n'a pas de philosophie, puisque nous découvrons que l'Afrique est la terre de l'antériorité philosophique, nous n'en disons pas pour autant que la Grèce n'a pas philosophie, sinon nous retombons dans le piège que nous reprochons aux autres. Nous reconnaissons qu'ils ont philosophé, qu'ils philosophent, qu'il y a un travail sérieux, mais nous avons refait l'arbre généalogique de la philosophie. Là où l'Afrique était absente, c'est ça, les premières racines de la philosophie viennent maintenant là, dans l'arbre généalogique. Et nous disons la triple chose, la Nubie qui a produit pas une ontologie, mais une éthique, une pensée éthique, avec des sagesses qui participent de la philosophie morale et politique. La Nubie commence, l'Égypte, généralement j'utilise 3 termes, je dis la Nubie est à l'origine, l'Égypte commence, la Grèce recommence. Mais si on ne dit pas ces choses-là, on va dire l'inverse en disant que l'Afrique n'est même pas dans le mouvement philosophique. Donc je referme la parenthèse
pour la philosophie et je vais arriver à la théologie. Pour montrer que, tel que nous l'enseignons, nous sommes loin du compte. Moi, je ne dis même plus théologie. Je dis atomologie. Parce que si je dis théologie, je reprends les catégories et je vais reproduire les mêmes erreurs. Dans le dictionnaire, ici, je dis atomologie. J'aurais même pu dire autre chose. Mais je dis atomologie, les égyptologues, philosophes et les savants comprendront à des limites. Donc, atomologie. La première chose majeure, c'est la discussion sur le monothéisme. On continue de nous dire que le monothéisme est étranger à l'Afrique, étranger à l'Afrique, étranger à l'Égypte. Mais ce n'est pas possible. Je vais faire quelques petites démonstrations ici et je vais aller très vite évacuer le chapitre de la théologie. Premièrement, les trois fondateurs des religions du livre ont des mères africaines. On va commencer par le dernier, Mohammed, le prophète. Sa mère s'appelait Amina, elle est d'Abyssinie, pays africain. Alors ici, il y a deux dogmes. Il y a le dogme officiel qui refuse de dire la chose, et il y a même, vous me pardonnerez, parce qu'en science, nous disons les vérités qui démythifient. Il y a même des gens qui refusent de dire la chose. Donc, contre l'histoire, ils choisissent le dogme. Comment pouvez-vous dire que la mère de quelqu'un est africaine et que son fils n'est pas africain? Comment vous allez trouver ça logique? Sur quel terreau? Sur quel terreau logique? Et pourtant, vous continuez de dire que Mohammed n'est pas africain. Il faut faire très attention parce que le principe du matriarcat, c'est celui, depuis l'Égypte jusqu'en Afrique noire, c'est celui qui détermine l'identité de l'enfant. Je ne veux pas faire la critique des religions du livre, ce n'est pas notre but. Je veux éclairer sur les avancées de la science et la nécessité pour ceux qui enseignent et pour ceux qui prient et qui ont les connaissances de ne pas, je ne peux pas prier une chose sans faire attention. Il faut donc faire attention. On peut dire la même chose au sujet de Jésus. Sa mère. On a dit Marie. Mais on n'est pas allé chercher ce qu'il y a derrière Marie. Il y a d'abord, non dit Mary, Maria. Nous, dans le nom même de l'Égypte ancienne, Taméry, la terre aimée, la terre bien-aimée, des hommes et des dieux. Mais elle porte le nom de cette terre. Nous, en philologie, dès que cette chose est établie, on va chercher dans les sources anciennes, elle est appelée ainsi. Et on ne fait même pas attention pour savoir pourquoi ces deux moments essentiels au niveau de l'exil. Lorsque ces deux prophètes sont exilés, ils vont où? Mohammed va en Abyssinie et Jésus va où? En Égypte. Mais c'est écrit dans les textes. Pourquoi? C'est parce que leurs mères sont africaines et qui sont en sécurité sur la terre natale. Puis arrive Moïse. Je vois que on va presque aller à la chose pour voir comment ça se déroule. Alors, sur Moïse, je reviendrai carrément sur le personnage tout à l'heure. Effectivement, sa mère, c'est la même chose, puisque, première chose, Moïse, on ne lui reconnaît pas une existence historique pour l'instant, dans les cas de connaissance. Mais l'existence n'est pas conditionnée par la testabilité. Si un peuple croit à une chose, il croira à cette chose, vous ne pouvez pas lui enlever ça. Maintenant, vous devez aussi savoir que sur le plan scientifique,
stricto sensu, la testabilité n'est pas encore établie. Néanmoins, il y a des éléments importants ici, et je vais commencer à les dérouler rapidement. Nous avons deux sources fondamentales. La première source, c'est Mané donne le sélénite. Les égyptologues ont l'habitude de dire de sélénitos, mais là, nous avons poussé les recherches pour découvrir en fait qu'il était, on disait aussi, le sélénite. Et le sélénite donne une source extrêmement importante. Bon, ils ont grécisé, donc on a perdu aussi les livres, on ne les a pas en l'état, mais nous avons des gens qui ont reproduit le livre. Et qu'est-ce que ces gens disent? Qu'est-ce que Mané, Top de Sélénitos dit et qui est fondamental? Il dit la chose suivante. Un, il lui donne son nom égyptien. Le nom égyptien qu'on a au Sarchi. Donc, il dit effectivement, nous parlons de distinction entre le fait historique et le fait religieux. Ici, nous sommes au niveau du fait historique. Et il atteste qu'il y a eu, aux Archives, qui a été un grand leader, il le rattache. Mais il parle d'un fait dont on ne parle pas beaucoup, c'est curieux. Il dit qu'il y a une peste et qu'on a dû isoler moi, je n'établis pas directement ici en disant les Juifs, etc. Non, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un document attesté en égyptologie et en histoire ancienne, et on sait effectivement qu'il y a ce document d'Israël qui est attesté. Donc, effectivement, il y a une présence de ça. Sauf qu'on ne va pas au fin mot de l'histoire, c'est que c'est ce qu'on a appelé les Hébreux au commencement, mais ils étaient absolument noirs. Je reviendrai sur des choses tout à l'heure très importantes. J'essaie d'aller vite et de ne pas heurter, parce que ce n'est pas notre rôle de heurter, mais de donner des connaissances qui permettent de ne pas reproduire des choses qui ne sont plus avérées par la science. Et Manéthon dit, effectivement, quand ils ont été expulsés, on a même des détails, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont été expulsés, ils se sont constitués aux archives. Et c'est à cause, lui, l'argument fondamental, c'est cette affaire de maladie. Il est établi donc qu'on a essayé de chercher au niveau de l'archéologie, on a cherché de tous les côtés pour retrouver la dynastie où on peut placer Moïse. Là encore, il y a une discussion philologique serrée. Moïse, le mot Moïse, les Hébreux disent Moshe, n'est pas d'origine hébraïque, comme tout à l'heure avec la philosophie. La discussion philologique ne permet pas de dire que Moïse était autre chose qu'égyptien, comme Freud a commencé à le faire. Il n'a pas fait avec la démonstration philologique. Lui, il est allé avec d'autres arguments. Mais au niveau philologique, on ne peut plus dire que Moïse soit autre chose qu'égyptien.